Bienvenue, Hanan Larj. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous n'avez pas hésité. Je vous ai appelé, vous avez dit OK, on a planifié une date et vous êtes là aujourd'hui. Ben oui, c'est notre devoir en fait, autant que médecin, à part de traiter nos patients, de véhiculer la bonne information. En tout cas, vous avez pris votre courage ou votre responsabilité à deux mains plutôt. Oui, alors on est tous responsables quelque part. En fait, il faut juste avoir la modestie de dire qu'on est devant un virus qui est nouveau, qu'il y a des informations qui manquent, qu'on est encore en phase d'essai et d'expérimentation, et que nous-mêmes on découvre des choses et on partage ces découvertes avec l'ensemble de la population. On va parler plein de choses parce que c'est la première fois d'ailleurs au niveau de l'info en face qu'on va avoir l'angle de vue analytique, médical et scientifique d'une pneumologue, parce que je rappelle que vous êtes pneumologue, oui. Professeur en tout cas en pneumologie, tabacologue, donc c'est intéressant de voir aussi le lien entre nicotine et Covid-19, et membre de la Société américaine de pathologie thoracique, pour être complet dans la présentation. Hanan Larj, sur la courbe croissante de l'épidémie, hausse significative de nouveaux cas tous les jours, observation, diagnostic, docteur. Très bien. Alors, par rapport déjà aux chiffres, si on peut faire une petite analyse des chiffres annoncés hier par Monsieur Youbi. Alors, on constate qu'on a dépassé la barre des 3000, mais qu'on est encore en phase 2, parce qu'il y a encore des clusters. Mais c'est la nature des clusters qui a évolué depuis quelques jours, puisqu'on a, en plus des clusters familiaux, on a des clusters professionnels, et on a des clusters, on va dire, commerciaux, dans des centres commerciaux. Et donc, cette évolution-là a fait que on a un nombre plus important. Est-ce que ce nombre plus important, on est à peu près à 3040 et quelques, est-ce que c'est plus effrayant? Est-ce que ça doit nous inquiéter? Ça doit nous inquiéter dans la mesure où, bien sûr, on doit faire en sorte que la courbe... qu'on reste en fait sur cette phase-là, d'accord? Mais... Quand vous dites qu'on reste sur cette phase-là, c'est-à-dire qu'on reste sur 150, 160, 170 cas par jour, exactement. Ouais. Ça serait bien en fait. Mais on avait prédit en fait avec l'élargissement du dépistage. Maintenant, on a 11 centres au niveau du royaume, alors qu'au départ on en avait 2 puis 3. Que le nombre allait grimper, ce qui est logique en fait. Et il ne faut pas analyser le nombre de cas nouveaux uniquement. Il faut également analyser le taux de létalité et le taux de guérison. C'est très important en fait de combiner les trois pour avoir une idée globale sur l'évolution des choses épidémiologiques. Maintenant, effectivement, il y a les points par point. Voilà. Mais j'ai simplement sur la courbe, quand vous dites voilà, il y a pas d'affolement véritablement à avoir tant qu'on est sur un train de 150, 160, 170 nouveaux cas. Moi, l'affolement plutôt, c'est par rapport à la nature des clusters. Ça devrait nous affoler parce que c'est un indice. Des clusters aujourd'hui dans des unités industrielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mesures barrières. Chez les parachutistes, à l'Arèche, à Tanger, à Tétouan, ça commence à Oujda d'ailleurs. C'est ça. Hier, c'est ça qui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mesures barrières. Puisqu'on parle de confinement et de prolongation de confinement, c'est-à-dire qu'on parle aussi de déconfinement éventuellement. On va en parler aussi. Et par rapport au déconfinement, il faut quand même qu'on soit sûr que dans des unités, par exemple des usines ou autres, sur les lieux de travail où on va autoriser ces personnes à reprendre leur travail, il faut qu'il y ait une sécurité optimale. Il faut que ces personnes-là soient protégées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce confinement acte 1, parce qu'on est passé au confinement acte 2 depuis lundi, on va en parler d'ailleurs, ça veut dire que le job n'a pas été fait par des autorités publiques, l'employeur, aussi c'est une responsabilité des employeurs aussi qui ont de par la nature de leur industrie. Oui, mais qui c'est qui délivre la circulation par exemple de circulation pendant toute la période du confinement? C'est les autorités publiques, on est bien d'accord? Alors c'est les autorités publiques, mais maintenant il y a des secteurs. Il y a des secteurs qui ont continué à travailler. Sans autorisation sanitaire, si je peux dire? Non, c'est pas un problème d'autorisation sanitaire, en fait. Ce sont des structures et des usines qui ont le droit de fonctionner. Oui. Mais en fait, c'est pour, en fait, l'économie du pays. Ce sont des secteurs, par exemple, d'industrie alimentaire ou d'industrie pharmaceutique ou d'industrie médicale, on va dire, comme l'usine de Heinz-Stah, par exemple. Ce sont des industries qui doivent continuer à travailler, mais dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Il faut assurer à ces employés un minimum de sécurité. Il faut aussi qu'il y ait un sens de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on a oublié que les mesures barrières étaient effectives aussi au sein même des entreprises, des environnements professionnels. C'est très important d'insister là-dessus. Il y a des gens qui sont encore obligés de travailler de par la nature de leur travail dans les banques, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique. Ce sont j'en passe. Ce sont des secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter.
Et pour ces raisons-là, il faut leur assurer une sécurité optimale. Déjà de par l'employeur, mais aussi de par les employés aussi. N'oublions pas qu'il y a une responsabilité individuelle à respecter les mesures barrières. Aussi il y a eu des inspections du travail qui aussi. Bien sûr, c'est ça que je parlais des pouvoirs publics, la responsabilité aussi des pouvoirs publics c'est très pour important. le respect en fait de ces mesures barrières au sein même de l'entreprise. Oui, mais écoutez, on va pas mettre un agent de police pour chaque personne en fait. C'est sûr qu'il devrait y avoir bien sûr, et je crois qu'il va y en avoir maintenant avec ces clusters professionnels, ça c'est clair. Mais quand même, je le redis, il faut qu'il y ait un sens de la responsabilité individuelle et collective. On ne peut pas se permettre de penser au côté matériel et pécunier uniquement. D'accord, il faut faire marcher l'économie du pays, mais il y a un enjeu sanitaire derrière et on est dans une crise sanitaire mondiale et nationale. Il faut pas oublier ça. Si le volet santé on bave quelque part, c'est sûr qu'on va pas décoller sur le plan économique. Ça peut nous renvoyer au fait que beaucoup s'interrogent à essayer de spéculer sur les impacts financiers et économiques du Covid-19. Mais on voit bien que tant qu'on n'a pas réglé la question sanitaire, on le voit pour l'unité industrielle de Heinsberg, entre autres. C'est ça. Mais on n'aura rien réglé non plus. Non, il faut que ce soit fait dans les règles. D'accord, il faut pas bien sûr, le côté économique est très important et d'ailleurs tout le volet sanitaire ne peut pas aussi marcher s'il n'y a pas un volet économique derrière. Avec quoi on va acheter les tests, avec quoi on va financer justement ces patients qui sont hospitalisés, et acheter des masques surtout si on en trouve parce qu'on va en parler. On revient juste sur le sanitaire. D'accord, on revient aussi sur la courbe aussi. Sur la courbe aujourd'hui, quand vous dites parce qu'on a élargi effectivement, parce que d'ailleurs Jaffa Lekel en parlait hier, le nombre de dépistages, je crois qu'on fait selon le ministre de la Santé, Khaled Taleb, qui s'est exprimé hier au Parlement, il a annoncé officiellement un dépistage de 2000 par jour. Et on peut le constater d'après les chiffres, parce que hier on a eu 191 nouveaux cas, il y a eu 1000 cas qui ont été éliminés. Et donc on a eu 1191. Mais si, en fait, ma question c'est de se dire si on se met à beaucoup plus tester, vous avez rappelé et vous avez dit qu'il y avait aujourd'hui 11 lieux bien définis où on teste, où on dépiste, c'est ça ? Donc on va monter crescendo. Et c'est la nature des tests aussi qui a changé. Maintenant, on a des tests rapides, des gènes experts, des PCR rapides. Et on a aussi des tests sérologiques qui sont très importants sur le plan épidémiologique parce que c'est cette séroconversion-là et cette séroprévalence qui va peut-être nous permettre d'envisager le déconfinement et de quelle manière. On va en parler effectivement sur la nature des tests de dépistage. Mais moi, je me dis simplement sur la réalité des chiffres aujourd'hui. On a franchi la barre des 3000. Concrètement, si je dépiste 10 fois plus, c'est sûr qu'on aura un chiffre plus important. 10 fois plus. Oui. Ça veut dire que si je dépiste 10 fois plus, est-ce que j'aurai 10 fois plus de nouveaux cas ? Est-ce que c'est automatique, mathématique ou pas ? C'est mathématique théoriquement, mais peut-être pas aussi, parce que si on dépiste très tôt, on n'aura pas en fait des cas, des Covid+ qui vont contaminer plusieurs. En fait, le dépistage a un sens positif parce qu'on va se dire oui, si on dépiste plus, donc on aura plus de cas positifs. Et c'est pas forcément comme ça que ça se passe, parce que si on dépiste plus, on dépiste précocement, et donc ces clusters-là dont on parlait justement, ces foyers de contamination, on va les réduire, et c'est la seule manière de les réduire en fait. Avec l'émergence de ces foyers, c'est intéressant, de tous ces foyers, de tous ces clusters, parce qu'on est passé de cas importés au développement de cas locaux à des cas familiaux, des cas familiaux à des clusters aujourd'hui industriels, en tout cas économiques et professionnels, renforcés par le confinement d'ailleurs, dans sa première phase, en tout cas les foyers familiaux. Voilà. Oui. Je demanderai votre avis là-dessus, mais simplement en fait, mon interrogation, c'est de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de toute cette nouvelle donne, on doit réajuster notre approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire plus de personnes contact, c'est-à-dire développement de foyers locaux, familiaux et économiques, professionnels, ça veut dire nécessairement le développement aussi croissant de personnes contact. On est bien d'accord ? Oui, clairement. Donc si je dépiste plus, est-ce que je dois dépister prioritairement, selon vous, professeur, les personnes contact ? Alors pour la stratégie de dépistage, justement, si on veut l'élargir, il faut qu'elle soit bien définie, effectivement. Est-ce qu'on va dépister, par exemple, un dépistage de masse, ça serait difficile, en fait, à l'heure actuelle, en tout cas. On n'a pas suffisamment de tests, mais il faut qu'il y ait une stratégie de dépistage élargie. Quelle serait la stratégie, pour vous, la plus efficiente, la plus réaliste et la plus pragmatique aujourd'hui ? Alors maintenant, déjà, en fait, le but, c'est d'isoler rapidement les cas Covid+, parce que plus on les laisse en fait évoluer dans leur infection, plus ils contaminent en fait de personnes. Ouais. Et c'est ce traçage-là des personnes contacts qui est très difficile d'ailleurs. Maintenant, on est
à 5800 et plus de personnes sous surveillance. Ouais. Est-ce que ce chiffre-là correspond vraiment à tous les sujets contacts? Parce que c'est difficile en fait de faire du traçage. Est-ce que ça correspond justement? C'est la question que je voulais vous poser. Non, mais je peux pas m'avancer. C'est très difficile en fait de faire ce traçage. C'est pour ça qu'il y a une application en vue. Oui, on va parler de tracking. Une application sur de tracking numérique, un petit peu à l'image de ce qu'a fait la Corée du Sud et tout. Mais encore faut-il que tout le monde ait un portable et tout le monde place l'application et qu'elle soit fonctionnelle chez tout le monde en fait. Mais c'est déjà un moyen en plus. Mais si on dépiste plus et qu'on dépiste précocement, ce tracking-là va se réduire et donc forcément les cas qui vont échapper à ce traçage-là, ils vont être réduits forcément. Et donc dépister précocement, mais dépister qui? Est-ce qu'on va commencer par exemple par les populations à risque, par les personnes âgées, par les personnes qui ont des comorbidités, par les personnes qui travaillent et qui sortent de par la nature de leur travail? Oui. C'est très important aussi de souligner par le chef de famille ou la personne qui sort, parce que normalement ça devrait être comme ça dans les familles s'il y a des clusters familiaux, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui sort pour faire éventuellement par exemple les courses et qui ramène le virus de l'extérieur. Le virus ne va pas pénétrer les maisons, il va pas s'inviter dans les foyers. Mais si on n'a pas réussi à casser cette chaîne de contagion déjà au niveau des clusters familiaux. Hein. Écoutez, même... Et là maintenant la nouvelle donne c'est les clusters économiques. Je sais pas si vous l'avez remarqué socialement parlant, moi c'est une remarque que je fais maintenant depuis quelques jours. Le confinement strict, on ne le vit pas à 100% parce qu'il y a, c'est en fait, ça dépend des quartiers, ça dépend des zones, ça dépend des villes, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, par exemple, en venant ici, il y avait quand même des bouchons de circulation quelque part. Donc les gens, ça faisait un mois qu'il n'y avait pas de bouchons de circulation à Casablanca durant le premier. Les gens, ils sortent, ils recommencent à sortir, oui. Et ça, c'est une fausse sécurité. Cette deuxième période, il faut pas la prendre à la légère. Il faut vraiment insister là-dessus. Je crois qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. C'est pas une période supplémentaire anodine. C'est une période qui est très décisive et même plus importante que la première période. Parce qu'on est vraiment en train de remonter dans le pic épidémiologique. Oui. Et si on reste dans le même modèle mathématique, parce qu'il y a des modélisations mathématiques un petit peu pour prévoir quand est-ce qu'on aura justement ce pic épidémiologique. Vous que le pic sera d'ici la fin du mois. Si on reste sur le même modèle. Ouais. Et là, maintenant, il y a des donnes peut-être qui changent. Confinement et déconfinement. Oui. Professeur Hanan Larej, sur pourquoi on n'arrive pas à casser les chaînes de contagion. J'ai posé la même question à votre homologue confrère hier, Jafar Ekel, qui était là. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, alors qu'on est passé dans une deuxième phase du confinement, c'est-à-dire qu'on part grosso modo sur 30 jours supplémentaires, mais qu'on n'arrive toujours pas à casser les chaînes de contagion. On voit les chaînes de contagion en fait se démultiplier, continuer à se développer. Je l'ai dit, on a commencé par des cas importés. Et aujourd'hui, on en est à des cas de foyers, locaux, clusters, locaux, mais professionnels, familiaux et professionnels, avec un nombre croissant de personnes en contact. Est-ce que ça complexifie pas justement la chose dans le confinement acte 2 et dans la perspective d'un déconfinement? C'est très difficile de maîtriser les clusters. C'est pour ça qu'effectivement, il faut éviter qu'il y ait formation de clusters et de clusters importants, parce que n'oublions pas que ces clusters professionnels sont des personnes qui ont des familles. Et finalement, on va créer aussi des clusters familiaux avec ces personnes-là qui travaillaient. Surtout avec le confinement en plus. Voilà. Alors maintenant, pour moi, il paraît logique qu'il y a deux principales raisons à la formation de ces clusters. C'est d'abord le manque en fait, enfin on va dire peut-être l'incompréhension en fait du confinement, du vrai sens du confinement. Si des pays, par exemple comme la Chine, ont été confinés, c'était même interdit en fait de passer le palier de la maison. D'accord? Mais nous en fait, c'est des gens qui sortent faire leurs courses quotidiennement et même parfois pluriquotidiennement. Plus indisciplinés que les Chinois, vous voulez dire? Oui, c'est sûr. En fait, c'est culturel. Par exemple en Suède, ils n'ont pas eu besoin en fait de confiner la population, mais ils ont fait appel à la responsabilité individuelle et collective et à la discipline qui n'est pas vain mot dans des pays comme la Suède. Mais on va pas comparer quand même un pays nordique, un pays méditerranéen. On va même pas comparer la Suède à la France ou à l'Espagne. Surtout quand on prend l'exemple de l'Italie aussi, où justement l'attitude et le comportement des populations italiennes ont été à l'origine du développement du virus et de sa propagation. Exact. Mais je crois qu'il faut sensibiliser encore plus, surtout maintenant qu'on a pris la bonne
décision de prolonger le confinement. C'est une très bonne décision. On pouvait pas en faire autrement. On peut pas faire autrement maintenant. Très bonne décision, mais parce qu'on n'avait pas d'alternative, me semble-t-il. Parce qu'on prend la décision de prolonger le confinement, alors qu'on n'a même pas atteint le pic. Voilà, justement, on peut pas déconfiner alors qu'on n'a pas atteint le pic. On va revenir là-dessus sur le confinement et déconfinement. Vous avez parlé tout à l'heure du taux de guérison, taux de létalité aussi, voilà. Le nombre de personnes hospitalisées. Il faut fouiner, gratter, sortir son masque pour des chiffres. Est-ce que vous avez chiffre hospitalisation? Non, on nous dit 2000, 2300 personnes, 2400 personnes hospitalisées. Approximativement. Sachant que de toute manière, les cas Covid+, sont tous, on va dire, entre parenthèses, hospitalisés, soit dans des services hospitaliers, soit dans des services tampons. C'est ce qu'on appelle les services tampons. Par exemple, ce sont les hôtels. Si on a, par exemple, des patients qui sont asymptomatiques et qui sont hors danger, ils sont admis en confinement dans des structures tampons comme les hôtels. Et même les patients qui sont traités pendant les 10-15 jours, quand on les déclare guéris, on va parler aussi des critères de guérison que je trouve très sévères quand même, ils sont confinés 14 jours supplémentaires dans ces services tampons-là. Et après, ils rentrent chez eux. Voilà. Sauf qu'on apprend aujourd'hui que la charge virale, en tout cas que les particules virales, peuvent continuer à être présentes au-delà de 14 jours. Au-delà, donc, il peut y avoir, justement, en fait, c'est pour ça que quand ils sont traités pendant 10-14 jours, ils sont confinés de façon supplémentaire pendant 14 jours supplémentaires, en fait. Donc on sécurise, en fait, avec 14 jours supplémentaires. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, on a un mois. C'est pour ça que peut-être le taux de guérison est faible. Parce que le taux de guérison dépend finalement des critères de guérison. Si en France, par exemple, on se base uniquement sur des critères cliniques, quand le patient est asymptomatique, il est déclaré guéri, chez nous, ce sont des critères très stricts. Beaucoup plus stricts qu'il peut y avoir dans des pays comme la France. Oui, beaucoup plus stricts. Les critères de guérison sont les suivants. Il faut 2 PCR négatifs. D'accord, un jour d'intervalle ou 2 jours d'intervalle à J9 ou J10, après ou à J14, J15, ou bien il faut une séroconversion, c'est-à-dire une diminution des IgM et une réascension des IgG, une ascension plutôt des IgG. Et donc, ça assure une fiabilité à 100%, parce qu'on voit aujourd'hui des personnes testées négatives. Par exemple, moi, je vais tester négatif, et 3-4 jours justement. Je vais être infecté. Donc moi, sincèrement, même dans la stratégie de dépistage massif, j'aurais laissé les PCR que pour le dépistage initial, et j'aurais déterminé les critères de guérison par la séroconversion, parce que elle va avoir un double intérêt. Ça va aussi nous permettre d'avoir une séroprévalence qui va peut-être préparer le déconfinement progressif. Donc, et en même temps, on va économiser ces tests PCR là, qui sont précieux justement parce qu'on n'en a pas beaucoup et apparemment ça coûte cher. Oui, ça coûte cher effectivement, et parce que le Maroc a bien fait de choisir aussi une méthode qui est fiable, qui n'est pas fiable à 100%, mais c'est la plus fiable. En tout cas, c'est le gold standard, parce qu'on a eu des échos d'autres pays qui ont acheté en masse. Efficacité 90-92%. En fait, on peut avoir jusqu'à 30% de faux négatifs. Ça, c'est le pourcentage le plus élevé, mais on va dire, voilà, dans les... Autour des 90%, voilà, déjà, c'est déjà pas mal. On revient donc sur le taux de guérison il est en hausse, mais il est encore trop faible. Il est faible, mais je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il y a des critères de guérison qui sont très stricts. C'est-à-dire, on annonce que la personne n'est guérie que quand il y a 2 PCR négatifs, et parfois la PCR tarde à se négativer, parfois jusqu'à 3-4 semaines. Et donc, ces critères-là retardent justement la déclaration des patients guéris. Parce que la question que je voulais poser au professeur et à Hanan Lariche, c'est de se dire aussi par rapport justement à la déclaration du ministère public, c'est qu'il a fait cette déclaration qui m'a interpellé, que je voulais qu'on partage ensemble pour avoir votre réaction, sur le fait que le faible développement de la charge virale chez le malade, c'est aujourd'hui a permis la guérison de plus de 96% de personnes. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que du coup on est en train de nous dire qu'on commence à dépister plus et dépister mieux dans le temps? C'est-à-dire beaucoup plus tôt. C'est ça qu'on est en train de faire. Je veux dire, simplement pour resituer les choses dans le temps, 45 jours après le déclenchement du premier cas Covid-19 chez nous. Exactement. En fait, même la nature des tests a évolué, en fait, puisqu'on a maintenant des tests sérologiques et on a des tests PCR rapides, c'est ce qu'on appelle les gènes experts. S'il fallait avant attendre jusqu'à 4 heures, voire plus, pour avoir les résultats d'une PCR standard, maintenant on peut avoir les résultats tout de suite, et donc ça nous permet effectivement d'agir plus vite. Je voulais avoir ce chiffre. Et même pour les critères Covid+, c'est-à-dire pour annoncer une personne comme porteuse et comme cas déclaré, maintenant il y a aussi les tests sérologiques. Si on a un tableau clinique et radiologique qui est parlant et qui est typique, avec un test sérologique IgM cette fois-ci positif, on peut déclarer cette personne. On est mieux en capacité d'identifier, de détecter beaucoup plus rapidement la présence du Covid-19 chez le patient. Oui. Mais par contre, on est toujours sur je rappelle aussi, il y a 20% des patients qui sont hospitalisés, réanimation, et qui ont été admis dans un hôpital à un stade très avancé.
C'est 20%. ça, 20%. En fait, hier, dans le taux de létalité, on a annoncé finalement que 80% des patients qui étaient décédés étaient déjà arrivés dans un stade avancé. Et on sait tous à ce stade-là, au stade de SDRA, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, quelle que soit la cause, que ce soit Covid ou autre cause, ce sont des cas avec un pronostic très réservé, très sombre. Et justement, le but de ces démarches-là, c'est une démarche préventive, c'est de détecter le plus de cas Covid plus à un stade précoce pour justement éviter qu'ils évoluent à ces phases-là tardives. On ne savait pas faire forcément avant qu'on arrive à faire aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est... En toute humilité aussi, je pense que même y compris quand on est médecin, quand on est professeur de santé. Mais les choses évoluent, bien expert, sûr. Bien sûr, donc les choses évoluent. On dépistait moins, on dépiste plus, et j'espère qu'on va dépister encore beaucoup plus dans l'avenir, ce qui va permettre justement d'éviter cette évolution, sachant que cette évolution aussi, il y a des biais. Cette évolution aussi, elle est dépendante de l'immunité de chacun. C'est-à-dire, il y a des critères individuels qui font qu'il y a des personnes qui vont évoluer à cette phase-là, même sous traitement. Et il y a des personnes qui vont évoluer spontanément vers la guérison, même sans traitement. Parce que ce qu'on oublie effectivement de dire, c'est que 80% des personnes infectées par le virus, pour eux, ils arrivent avec leur système immunitaire, les anticorps, voire un Doliprane, ça passe. En fait, c'est ce virus 20% restant que ça se complique. N'est pas dangereux de par sa virilité, en fait, sa virulence, je veux dire. Il n'est pas dangereux de par sa virulence, mais il est dangereux de par sa contagiosité. Il contamine beaucoup facilement, et donc le nombre de patients qui sont aptes à développer des cas sévères, il va augmenter de manière exponentielle. Et c'est ça la gravité en fait de ce virus-là. Justement, la gravité, même si ce sont ces cas graves en fait. Ce sont ces cas graves qui sont alarmants. On est à plus de 140 morts aujourd'hui. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup pour vous? Alors le taux de létalité. Je ne vais pas être cynique quand je dis ça. C'est par rapport à certains esprits qui considèrent Covid, ok, mais ça fait moins on est qu'à 140 morts. Alors en fait, on n'analyse pas le nombre de décès, mais en épidémiologie, on analyse le taux de létalité. D'accord. Le taux de létalité, ce que je peux dire, c'est qu'il a baissé. On était il y a quelques semaines à 7% à peu près. 5-6 maintenant. Voilà. Et maintenant, on est à 4,7%. Juste le taux de létalité, donc c'est le nombre de patients décédés par rapport au nombre de personnes contaminées. Voilà. Pour ceux qui exactement. Sachant qu'il était biaisé déjà par le nombre de dépistages. Donc maintenant, plus on dépiste, et ce taux de létalité baisse. 143 morts. Le Maroc, à l'image de beaucoup de pays d'ailleurs du continent, on remarque aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup de décès. Par rapport à d'autres pays, de l'autre côté de la Méditerranée, des pays européens, les États-Unis d'Amérique par exemple, ou autres. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a aussi peut-être une particularité en matière de système immunitaire, d'anticorps, chez nous, chez les Marocains, chez les Algériens, chez les Mauritaniens, qui ont neutralisé totalement la pandémie et le Covid-19, chez les Sénégalais, chez nos amis Kenyans, chez toutes les populations africaines. Il y a des théories, mais je m'avancerai pas de manière... Trop tôt, trop prématuré pour l'instant. C'est prématuré parce qu'il y a... on a le moins de décès. Il y a moins de décès parce qu'il y a moins d'atteintes aussi. On va pas se comparer aux États-Unis parce que il faut comparer. En fait, il faut pas qu'il y ait de biais pour avancer ce genre de conclusion. Maintenant, on a moins d'atteintes, donc on a moins de décès. Et puis, si on prend que l'exemple du Maroc, on traite précocement aussi par l'hydroxychloroquine. Est-ce que le traitement aussi y est pour quelque chose? Est-ce que le dépistage précoce, et ça c'est sûr, le dépistage. Alors on sait pas. Sur la chloroquine, on sait pas. Alors pour la chloroquine, le public nous a promis les résultats de nos 10. Il faut qu'il y ait des études. Voilà, il faut qu'il y ait des retours d'expérience. Ouais. Maintenant, sachez que de toute manière, la question demeurera toujours présente par rapport à l'hydroxychloroquine, puisqu'on sait que déjà dans 80% des cas, les patients peuvent évoluer spontanément sans traitement vers la guérison. Pour qu'il y ait vraiment un impact, pour qu'il y ait une conclusion sûre et certaine, il faut qu'il y ait des études randomisées en double aveugle, c'est-à-dire un bras de patients non traités avec les mêmes caractéristiques, sans qu'il y ait de biais. Ce qui se fait dans le cas de Discovery, je crois savoir. Pardon ? Les études cliniques Discovery, c'est ce qu'ils font pour la chloroquine. C'est ça, exactement. On attend les résultats aussi. Mais maintenant, on a quand même théoriquement, je trouve, moi je félicite toujours, moi je tiens vraiment à féliciter quand même les démarches préventives et les démarches précoce que l'État a pris. L'hydroxychloroquine, théoriquement, et même sur les essais cliniques, en fait, in vitro et in vivo, explique son mécanisme d'action. Elle a une action antivirale, elle bloque la réplication virale et aussi immunomodulatrice. Et on sait maintenant, plus que jamais, que le Covid, finalement, n'est pas juste une atteinte pulmonaire toute simple, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais effectivement, ce qui est aussi prouvé, je crois savoir, c'est que la chloroquine
montre son efficacité lorsque la charge virale n'est pas développée chez le Oui, patient. voilà, c'est ça. Même par exemple, le professeur... Ça veut dire des cas bénins, professeur de personnes Aoud, infectées. voilà, il a dit que finalement, au stade de SDRA, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, il y avait d'autres choses à traiter. La chloroquine n'allait pas faire preuve de son efficacité à ce stade-là. Aussi sur un dernier chiffre, mais ce chiffre-là, il avait été donné il y a une quinzaine de jours, et pour l'instant, on n'en reparle plus. Mais je me suis dit, comme je reçois une experte pneumologue, je vais lui poser la question. C'était il y a 15 jours. Le directeur de l'épidémiologie avait annoncé que 85% des personnes infectées par le virus avaient des pathologies, des maladies chroniques. Est-ce qu'aujourd'hui on est plus avancé? Est-ce que par exemple des personnes sur des cas, là où c'est votre champ d'expertise, sur des poumons, des gens qui avaient des embolies pulmonaires ou autres, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le nombre de personnes hospitalisées, est-ce que vous avez un retour d'expérience à ce niveau-là? Déjà, on a il y a l'âge. des gens déjà qui avaient des problèmes d'ordre pulmonaire. Par exemple, si on analyse, si on analyse les données d'hier, par rapport à ces personnes qui sont décédées par le Covid, on voit déjà que la moyenne d'âge est de 65 ans. Donc il y a déjà l'âge qui se repositionne comme un facteur de risque. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit, par rapport aux stratégies de dépistage élargies, peut-être qu'il faut commencer par ces personnes-là. Pourquoi pas? Alors l'âge, c'est un facteur qui est connu, reconnu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et bien sûr, il y a des facteurs de risque qui font que on répond différemment à ce virus. Notre immunité répond différemment. Et c'est interindividuel, Vous savez qu'on n'a pas d'infos là-dessus. C'est-à-dire que sur les 85 personnes infectées par le virus qui avaient des maladies chroniques, c'est-à-dire présentaient des pathologies, c'était il y a 15 jours. Hein. On n'a pas d'informations locales, mais on a des informations... Non, mais moi, vous êtes marocaine, je suis marocain, on est sur un média marocain, c'est l'Info en face, c'est le groupe Le Matin. Oui. C'est bien de pouvoir aussi se nourrir d'informations à travers des médias occidentaux, tout ce qu'on peut avoir via son smartphone ou la télévision. Mais se dire, nous, au niveau du Maroc aujourd'hui, on est sur les chiffres, on a analysé les chiffres. Et votre analyse sur les taux de guérison, taux de létalité aussi, on commence à être plus performant. Il faut qu'il y ait des retours d'expérience. Moi, sur les maladies chroniques, sur des personnes qui présentent des pathologies, qui se sont retrouvées ou hospitalisées en réanimation, ou qui ont survécu, ou surtout malheureusement qui ont décédé, on n'a aucune information là-dessus. Alors il faut qu'il y ait des études justement. Maintenant les CHU ont été impliqués récemment et je suis sûre que ça va venir, hein, les retours d'expérience, parce qu'on ne peut pas parler d'études scientifiques avec tous les critères de validité qu'on exigeait il y a longtemps. On est dans ce qu'on appelle un consortium reacting, c'est-à-dire on est dans une crise sanitaire et on a remarqué depuis quelque temps que même dans des revues de renom comme le NEJM ou comme le Lancet, on acceptait quand même des études qui avaient beaucoup moins de critères de... Fabriquées en 3 semaines avant alors c'est ça, parce qu'on a besoin 3-4 ans. Oui, voilà, on a besoin du retour d'expérience maintenant. En tant que pneumologue, oui. Est-ce que vous avez en tant que retour d'expérience, confrères, consoeurs, des patients que vous suivez ou que vous avez suivis, alors je sais pas, qui souffraient de problèmes pulmonaires et qui se sont retrouvés hospitalisés ou en soins intensifs. Voilà. De problèmes chroniques de façon générale et quand on dit comorbidité ou problèmes de santé chroniques, ils sont pas tous équivalents. Je citerai en premier lieu les pathologies cardiovasculaires, dans l'hypertension artérielle. Je citerai l'obésité, ça c'est très important de signaler. L'obésité est un facteur de risque très important de développer des formes sévères. Les pathologies pulmonaires chroniques, tout ce qui est fibrose, emphysème pulmonaire, les patients cancéreux de par l'immunodépression qu'engendre le cancer, mais aussi les thérapeutiques comme la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on est plus vulnérable pour être infecté, oui. Ou lorsqu'on est infecté, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est les deux en fait, c'est les deux. Ça dépend en fait. Quand on est infecté, quand on a une maladie chronique, forcément il y a une dysimmunité. Ça veut dire que l'immunité n'est pas au top, on va dire. Il y a un dérèglement immunitaire. Et fragilité. Mais bien sûr, mais qui va attaquer ce virus, qui va défendre notre corps, c'est bien l'immunité. Et c'est la nature aussi des déficits immunitaires, parce que c'est humoral, est-ce que c'est cellulaire, c'est ce qui fait qu'il y a des pathologies qui font que cette personne-là est plus vulnérable que d'autres. Maintenant, quand il y a une pathologie pulmonaire chronique, clairement, bien sûr aussi, c'est un terrain de risque. Et ma question en fait, c'est une personne un patient infecté par le Covid-19, qui avait déjà précédemment, donc avec un antécédent, j'ai envie de dire un passif, avec des problèmes d'ordre pulmonaire, ça se passe comment? Ça se traduit comment médicalement? Le virus, il se développe comment? Il attaque quoi? Les parois je sais pas. Alors maintenant, déjà, on n'est plus sur le concept pneumonie virale.
Parce que avant, au départ, c'était ça en fait. On n'est plus sur ce concept-là. Maintenant, l'atteinte du Covid est considérée comme une atteinte systémique et même parfois assimilée à une vascularite. C'est pour ça que d'ailleurs plusieurs études, notamment italiennes, faites post-mortem par des autopsies, qui a révélé justement un nombre important de micro-emboles, d'embolie pulmonaire finalement. Et on en a déduit que finalement c'est peut-être ça la cause de la dégradation, de l'aggravation de plusieurs patients, ce qui a amené justement à mettre les patients de manière préventive sous anticoagulation. Ça c'est très important. Très longtemps on s'est dit que d'abord le Covid c'était essentiellement de la détresse respiratoire. Ce n'est pas juste une pneumonie. Ouais, ce n'est absolument pas une pneumonie uniquement. D'ailleurs, on a d'autres symptômes. On a des symptômes cutanés, on a des symptômes neuroménagers, on a des symptômes rénaux, on a des symptômes digestifs, même les symptômes tout. La peau, les yeux. Parce que les vaisseaux irriguent tout, en fait. Les vaisseaux, c'est un réseau routier, en fait. Il n'y a pas une zone dans le corps où il n'y a pas de vaisseau. Donc, quand on parle de vascularite, forcément, tout le corps et les défaillances multiviscérales observées justement dans les formes sévères commencent maintenant à être expliquées en partie. En plus de justement de cette approche systémique et vasculaire, on va dire, maintenant il y a d'autres théories qui disent voilà que c'est plus une maladie ventilatoire mais circulatoire et que au niveau du sang, parce que en fait on disait voilà c'est le poumon et puisque c'est le poumon qui aide à oxygéner, à libérer le CO2, donc forcément ça explique un petit peu les difficultés respiratoires et l'hypoxémie que ça engendre. Mais maintenant on est allé plus loin et on s'est dit peut-être que finalement ça passe aussi au niveau du sang, au niveau des transporteurs des gaz du sang. Système sanguin. Voilà. Et donc il y a des études. Il n'y a rien de prouvé, je crois. Non, il y a rien de... Alors je vais vous dire. Selon les groupes sanguins des uns et des autres, on sait. Autant pour les complications thromboemboliques et pour cette approche systémique et vasculaire en fait de la chose, autant il y a eu des études quand même qui prennent du sens. Par exemple, comme je vous ai dit, les autopsies qui ont été effectuées sur les patients décédés du Covid en Italie, ou bien par exemple les représentations 3D au scanner faites par certains radiologues et qui ont montré effectivement ces micro-emboles, là où il y avait les verres dépolis. Autant pour la théorie de l'hémoglobine et comme quoi le Covid empêchait l'hémoglobine de transmettre. En fait, il y a eu des théories, d'accord, et il y a eu une simulation sur logiciel informatique. Il y a eu une étude chinoise qui a montré que le Covid avait les capacités de rentrer en compétition avec l'oxygène au niveau de l'hémoglobine et de capturer ce qu'on appelle la porphyrine, etc. Mais pour ne pas rentrer dans des détails scientifiques, cette étude a été faite sur logiciel. D'accord, mais quand même, elle a quand même pu nous donner quand même une conclusion qui est assez importante par rapport au système, au mécanisme ou à la façon de ventiler. Et la conclusion aurait été de ne plus augmenter la pression expiratoire, mais plutôt d'augmenter les débits d'oxygène et la fraction aspiratoire en oxygène pour éviter justement les dégâts qui pouvaient suivre une ventilation mécanique en augmentant la pression expiratoire. Entuber différemment par rapport à ce qui se faisait, tout ce qu'on a connu ces dernières semaines. Oxygéner. Ouais. L'intubation parfois est nécessaire quand il y a une fatigabilité musculaire et que la personne est incapable de ventiler toute seule. Mais non, c'est pas automatique, absolument pas. Non. Justement, un peu là-dessus, sur les éventuelles séquelles de personnes qui ont des problèmes, donc qui souffrent de problèmes pulmonaires infectés par le Covid-19. Même les personnes qui n'ont pas qui ont réussi à s'en sortir. A priori, on commence à avoir aussi l'ébauche de certains résultats qui sont, me semble-t-il, un peu inquiétants parce que j'ai vu qu'il va falloir que ces personnes doivent être complètement rééduquées, réapprendre à respirer, réapprendre à faire des efforts et que ça peut prendre du temps. Et selon des experts britanniques en soins intensifs, le retrouver son état normal peut prendre jusqu'à 15 ans. En fait, ça, c'est l'apanage aussi de la ventilation mécanique et pas seulement de l'atteinte Covid. Pour les séquelles, en fait, même les patients qui n'avaient pas d'antécédents pulmonaires, il y a eu des cas, en fait, qui ont gardé des séquelles pulmonaires sous forme de fibrose. C'est-à-dire ces zones-là qui étaient hyper inflammées, ils ont fini par cicatriser de manière à ce que ça laisse des cicatrices fibrosantes, séquellaires, et qui vont retentir, bien sûr, qui sont irréversibles et qui vont retentir sur la fonction respiratoire des patients plus tard. Donc oui, forcément, ça nous fait revenir aussi à l'importance du dépistage précoce pour éviter l'évolution à des formes sévères. Soins intensifs, réanimation, quand on est admis hors Covid pour des maladies cardiovasculaires extrêmement, pour des cas graves, on a aussi entre
une chance sur 2 de s'en sortir. Parce qu'en Globalement, fait, le Covid est compliqué quand il y a un terrain immunodébilité par une pathologie chronique, mais il faut savoir que ces pathologies-là aussi sont décompensées par n'importe quelle infection, comme y compris l'infection virale Covid+. Et donc il y a aussi un cercle vicieux en fait. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, bien sûr. C'est très compliqué. Au départ, on dit c'est la détresse pulmonaire, donc c'est les poumons, c'est le Covid. Maintenant, ça attaque le cerveau. Apparemment, c'est ce qui expliquerait la perte ça attaque le cerveau, ça attaque les reins, ça attaque la peau, ça attaque. En fait, ça attaque tout. Ça attaque tout. Et maintenant, il y a aussi une autre piste, c'est la piste digestive, celle du microbiote intestinal. Oui, j'ai vu ça. On a trouvé que des études chinoises ont prouvé que les chercheurs américains aussi, voilà, je peux savoir. Aussi américains, qui avait un germe qui colonisait les intestins et il était infecté lui-même par le virus. Donc c'est pas le Covid qui infectait directement et qui tuait directement, il passait par l'intermédiaire. Il passait par l'intermédiaire et ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer pourquoi les enfants, par exemple, sont peut-être entre parenthèses protégés ou du moins protégés des formes sévères. Pourquoi les obèses, par exemple, sont plus atteints? Parce qu'il y a un déséquilibre du microbiote. Ça peut expliquer aussi un autre mode de transmission, parce qu'on a toujours répondu à la question, est-ce qu'il y a une transmission orofécale il n'y a pas d'études là-dessus. Il y a encore un grand doute là-dessus. Est-ce qu'il y a une transmission orofécale ou pas? Et puis, l'importance aussi des probiotiques. A priori, oui. Si je vous dis a priori, oui. Oui, a priori, oui. A priori, oui. La piste n'est pas éradiquée. C'est ce qu'on va encore découvrir dans les prochains jours, certainement. Certainement. Comme on vient de découvrir aussi qu'il y a de la présence de particules virales Covid-19 dans les eaux non traitées. Puisque il y a 15 jours, c'était suspension éventuelle dans l'air du Covid. Suspension maintenant, c'est la présence éventuelle de particules virales Covid-19 dans les eaux usées non traitées. On découvre, moi je l'ai dit en début d'émission, on découvre, ça c'est finalement partout dans le monde. C'est un virus qui est nouveau, on l'a jamais vécu en fait, une crise sanitaire comme ça. On connaissait les coronas parce que c'est pas le premier corona, mais ce corona il est vraiment très particulier. Il est particulier, oui, il est particulier. Avec tout ça, l'annonce de dernière annonce d'ailleurs, ce qu'on disait de la présence éventuelle de particules virales dans les eaux usées non traitées. Parce que je rappelle simplement pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça, c'est approuvé. L'eau traitée, il n'y a pas de souci, elle est filtrée, donc il n'y a pas de souci. C'est approuvé. Oui, c'est approuvé. Jusqu'à quel point, justement, les eaux peuvent être infectées par le virus. Mais moi, je parle en fait de mode de terrain maintenant. Quand on parle de transmission digestive. Vous, en tant qu'experte, est-ce qu'il serait surprenant d'avoir la confirmation du fait que les eaux non traitées, usées, comporteraient certaines particules virales Covid-19? Rien ne doit, à l'heure d'aujourd'hui, on ne doit pas être surpris par des données récentes. Je crois que l'état de surprise, on l'a dépassé il y a longtemps. Au départ, on était tous assez optimistes. On se disait c'est une grippe, c'est un SARS qui vient de Chine comme les autres SARS. Ça va être ça va se régler en quelques mois. Ça va être confiné sur l'Asie ou sur quelques pays. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut plus être surpris, il faut plus être sceptique, il faut plus avancer des données en étant sûr de quelque chose, parce que les données changent et même le virus risque de changer. C'est pour ça que moi, on est nous en pleine séquence de confinement prolongé jusqu'au 20 mai maximum, on verra bien. Mais en tout cas, c'est prolongation. Il y a plein de données. Donc déjà, on est sur une croissance des nouveaux cas. 2, on est à quelques jours d'un pic de l'épidémie où, si tout se passe bien, ça devrait décroître à partir du 7, 8, 9, si on reste 10 sur mai. la même dynamique. Ça, c'est très important de le signaler. Si on reste le stade 2, parce que, comme je vous ai dit, ce sont des modélisations mathématiques et ils dépendent de certains facteurs. S'ils changent, bien sûr... Et en même temps, on découvre tous les jours, comme vous l'avez dit, des nouveautés concernant ce virus. Oui. Attaque un peu partout, attaque le cerveau, attaque les reins, attaque les poumons initialement. C'est une approche plutôt systémique que plutôt pulmonaire. Et en même temps, nous, on doit penser, vous l'avez dit tout à l'heure, à déconfiner, parce qu'on ne peut pas rester confinément, si je puis dire, confiné. Donc je me dis, est-ce que ça complexifie pas les choses? Déjà prendre la décision politique de déconfiner, y compris graduellement, c'est le ministre de la Santé qui l'a. Oui, ça sera un déconfinement progressif, comme dans tous les pays qui ont pris la décision de confiner. Même les pays comme le Suède, j'ai donné l'exemple de la Suède, même les pays qui ont pris la décision de ne pas confiner de manière stricte, ils avaient quand même des règles très importantes à respecter. Les rassemblements de plus de 50 personnes étaient interdits, le port de masque était encouragé, la distanciation sociale pas obligatoire. Même en Allemagne, c'était pas obligatoire, mais c'était fortement recommandé. En fait, il faut contextualiser les approches. Et d'ailleurs, même le port de masque, je dirais que ça n'a pas été, peut-être qu'il faut expliquer plus à la population marocaine l'intérêt du port de masque, parce que pour beaucoup de personnes, ça a été pris comme un laisser-passer.
C'est-à-dire je porte mon masque, c'est-à-dire je peux circuler, je peux me balader. Je suis en sécurité, je peux sortir, je peux me balader, il n'y a pas de risque. Or c'est faux. Le port de masque a un intérêt général, un intérêt pour la population. Ça protège les autres, ça bloque, on va dire, chacun va garder ses postillons dans son masque. Quel que soit le masque que je porte? Non. Parce que là, j'ai envie de dire... Pas quel que soit le masque, en fait. C'est d'actualité aujourd'hui. Même les masques, on va dire, même un masque artisanal fabriqué maison a un certain pouvoir filtrant, a un certain pouvoir barrière. Et donc, si on trouve pas des masques dans les grands commerces, mettez quand même des masques fabriqués de manière artisanale. Il n'y a pas de mal là-dedans. Par contre, un masque acheté par exemple du grand commerce, un masque qui est normalement jetable, on doit jeter après 4 heures ou même avant s'il est mouillé. Sinon, cette barrière-là n'est plus valable. Est-ce qu'on va s'assurer... Les masques grand public, est-ce qu'on peut les laver? Est-ce qu'ils peuvent être réutilisés? Non, pas ceux qui sont pas dotés de filtres aussi, donc c'est compliqué. Et puis même aujourd'hui, on n'arrive pas à en trouver. Alors, beaucoup de Marocains et Marocains se plaignent sur le fait qu'ils n'en trouvent pas. C'est pour ça que dès le départ de l'épidémie, l'OMS, quand on a critiqué par la suite, on a dit pourquoi, elle disait pas dès le départ qu'il fallait porter des masques. Maintenant, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi cette généralisation de masques peut donner un faux sentiment de sécurité, déjà, de 1, parce que les gens, ils croient qu'en portant le masque, ils sont en sécurité, ils sont on n'est pas immunisé en parlant du masque? Absolument pas, en fait. Le masque chirurgicale classique ou le masque artisanal ne protège pas la personne, elle protège les autres personnes. Comme j'ai dit, c'est une démarche collective, c'est pas une démarche à intérêt individuel quelque part. Mais bien sûr, l'intérêt individuel, il va suivre. Mais les masques grand public, quand ils arriveront, apparemment, on nous dit que d'ici quelques jours, il devrait y avoir des masques grand public, parce qu'on nous a promis, on nous a dit, je crois, 5 millions de masques produits tous les jours. Je pense qu'on n'en est pas encore là. On devrait éventuellement y être, mais je ne sais pas, ça j'ai pas d'informations, puisque la communication est très centralisée en la matière. Simplement de se dire, on devrait avoir des masques grand public dans les prochains jours, des masques grand public aussi dans les pharmacies, qui devraient commercialiser aussi des masques, mais on apprend aussi qu'il devrait y avoir des masques un peu plus haut de gamme, et qui n'obéiraient pas au prix de ces 80 centimes. Sincèrement. Et ça, j'ai peur qu'il y ait confusion dans les esprits. Est-ce que là-dessus, c'est important, me semble-t-il, professeur, de clarifier de ce point-là entre les masques grand public entrée de gamme et ensuite des masques libres en termes de prix, parce que le prix n'a pas été fixé, et qui devraient être d'une qualité un peu plus supérieure, c'est-à-dire une qualité médiane. En fait, il faut juste comprendre, et je le répète, le masque, pas les masques FFP2, parce que les masques FFP2 sont... pour le sanitaire, pour les personnels soignants. Ça, c'est pour les personnels soignants, parce qu'on ne peut pas prendre une distance de sécurité, on est en contact direct, très rapproché avec les patients potentiellement atteints. Maintenant, pour les masques grand public, ce sont des masques qui ne protègent pas. C'est-à-dire, si je porte un masque et que la personne en face n'en porte pas, ou qu'elle en porte de manière à ce que le masque est déjà usé, qu'il ne représente plus une barrière en lui-même, je ne suis absolument pas protégée. Et puis le masque ne protège pas les yeux. On sait que les yeux sont une porte d'entrée, et ça j'insiste là-dessus. Si on porte un masque, il faut le porter correctement, sinon c'est un danger. Pour soi. Pour soi et pour les autres. Parce que ça nous donne une fausse sécurité de part et d'autre. Une fausse sécurité pour moi. Et même moi, si je suis en contact si je suis proche de quelqu'un qui porte un masque et je suis faussement rassurée, et justement, je me protège pas ainsi. Pour vous, est-ce il doit nécessairement y avoir, parce que je crois qu'il y a des normes marocaines qui ont été créées pour ça, pour ces masques, qui vont être commercialisés. Est-ce qu'il y a nécessairement il faut aussi avoir la garantie d'une filtration maximale aussi lorsqu'on porte un masque, y compris des masques non tissés qui sont vendus dans les commerces à 80 centimes. J'imagine, en fait, on a dit que ces masques-là répondaient justement à des critères de filtration, mais comme j'ai dit, de filtration surtout du côté du porteur du masque, c'est-à-dire pour bloquer les postillons et les aérosols que nous éjectons quand on parle, on éternue ou on tousse. Si je vous dis ces masques non tissés, 50% de filtration, est-ce que c'est... 50 à 70%. Ouais, est-ce que c'est bon ? Ça va. Est-ce que là, vous donnez votre cachet de médecin ? Non, mais mon cachet de médecin sur la théorie. Moi, je n'ai pas assisté à la fabrication des masques, mais je fais confiance à mon pays, je fais confiance aux déclarations que font les responsables, justement, et qui se soucient d'abord de Mais ça a été fait dans cette stratégie-là. C'est une démarche. D'ailleurs, c'est pour ça que le prix est dérisoire. Ce n'est pas du tout dans un intérêt économique. Il est compensé par l'État, attention. Hein, voilà. Il y a une compensation aussi. Mais les masques un peu plus haut de gamme que les masques non tissés, les prix seront apparemment n'ont pas été fixés. Aucun masque ne protège à 100%. D'accord. Même les FFP2.
Même les FFP2. Même les FFP2. Même pour le personnel soignant qui est confronté directement à des Même les patients FFP2. infectés par le Covid-19. C'est pour ça que les médecins ont des combines, ont des visières, Parce parce qu'il y a d'autres portes d'entrée, notamment les yeux, je le répète. Ouais. Ce n'est pas un laisser-passer. Ne portez pas vos masques en ayant un faux sentiment de sécurité. Ça va justement faire l'effet contraire finalement de l'effet souhaité. Ça veut dire que même d'avoir rendu obligatoire le port du masque depuis 15 jours, ça fait déjà 15 jours que le port du masque est obligatoire. Et pourtant, on a quand même des clusters qui sont de plus en plus importants. Voilà. D'où l'importance il faut insister sur les mesures barrières. Sur les mesures barrières, mais je viens dans la perspective du déconfinement. Est-ce qu'il faut aller plus loin? On dépiste un peu sûr. plus, on a rendu obligatoire les masques. Écoutez, pour un déconfinement, on doit veiller au respect des mesures barrières. Est-ce que ça va être suffisant pour déconfiner? Il faut expliquer l'intérêt du masque, la manière de porter le masque, comment le porter et surtout quelles limites au masque. Le masque a des limites. Le masque sans confinement strict, sans distanciation sociale, sans distance de sécurité, sans lavage des mains, ça ne sert à rien. C'est même un danger si on fait pas attention à la manière avec laquelle on porte. Si on touche la partie externe, donc on se touche les yeux, on s'auto-contamine finalement. Sur le déconfinement. Sur le déconfinement. Alors pour le ministre de la Santé simplement a fait une déclaration officielle hier en disant qu'il a, pour la première fois, Khalid Aït-Taleb, ministre de la Santé, a parlé d'un déconfinement graduel, pour prendre les termes qu'il a employés. Progressif ou graduel, ça c'est la stratégie de tous les pays qui étaient en confinement et qui déconfinent progressivement. Alors maintenant, il y a par exemple des sources. Alors, avant de passer à l'explication de ce qui est graduel, en fait, passons déjà au concept de déconfinement. Quand est-ce qu'on va déconfiner? Quels sont les critères et les exigences que le pays devrait justement vérifier avant de passer au déconfinement, et je suis sûre que ça sera fait. Je suis quelque part, sincèrement, c'est pas pour fanfaronner, mais jusqu'à maintenant, les décisions ont été prises de la bonne manière, au bon moment, et même de manière prématurée et visionnaire. Moi, je dis toujours, on a eu la chance de faire comme un voyage dans le futur et de voir ce qui pouvait nous arriver en regardant des modèles comme la France, comme l'Espagne. Maintenant, on nous dit aussi que le plus dur commence. Le plus dur commence, oui. Voilà, donc on a franchi le premier cap, le premier col, mais là il y a un autre col et apparemment qui est plus compliqué. Il faut absolument pas se résigner, il faut absolument pas crier victoire, on n'en est pas encore là. Ouais. Maintenant, pour les déconfinements, il y a des critères, il y a des exigences. La première chose, c'est de contrôler la transmission. Or, contrôler la transmission, c'est-à-dire être arrivé, avoir été en capacité de casser les chaînes de transmission. De casser les chaînes de transmission. Maintenant, si par exemple on analyse les résultats d'hier, on a dans les 191 cas déclarés positifs, il y a 38 cas qui étaient Covid+, et tout le reste étaient des sujets contacts. Oui. Et donc, si on revient à dire une personne à peu près, elle contamine 4 personnes. Voire plus. Mais si juste par rapport à ces chiffres-là. Et donc, on n'est pas du tout dans le contrôle de la transmission à ce stade. L'Allemagne, si on prend l'exemple de l'Allemagne, juste par rapport à ce point, on va pas se comparer à l'Allemagne sur d'autres points, mais juste par rapport à ce point, si elle a décidé de déconfiner, c'est parce qu'elle a un RO inférieur à 1. Elle a un RO à 0,7. C'est-à-dire une personne, elle peut ne pas contaminer d'autres personnes. Elle est dépistée précocement, elle est retirée de la chaîne de contamination. Aujourd'hui, au bout de 45 jours de Covid-19, notre RO, il est à combien? Il est à peu près à 3 si je... Il était à 3. Voilà. Khalid Aït-Taleb, le ministre de la Santé, a fait une déclaration qui m'a interpellé aussi là-dessus. Il a dit qu'on était passé de 3 à 1. Alors que les chaînes de transmission et de contagion... Je n'ai pas de chiffre exact, effectivement, mais parce que c'est un indicateur, vous accordez. Je crois que même le RO, on va le calculer si on a une stabilité. Ça vient après le pic. Ouais. C'est-à-dire là, on va, si on a le même nombre de contaminations par jour et qui commence à baisser sur une période de 1 semaine ou plus... Ça réduit le RO? Bien sûr. Et là, on pourra se prononcer de manière définitive sur le héros. Alors que là, le héros déjà change d'un jour à l'autre. Ça, c'est une explication, professeur, docteur. Simplement sur le déconfinement graduel. Nous, on le voit, tout le monde commence à déconfiner. L'Allemagne a commencé à déconfiner. Oui, mais parce qu'ils ont déjà... Voilà. Moi, j'ai dit ça, c'est un premier critère, le contrôle de la transmission. Mais il y a d'autres critères, le dépistage, le fait de pouvoir dépister précocement, d'isoler, de confiner et de tracer les sujets contacts. Et surtout, le fait de pouvoir faire face à des cas émergents. C'est ce qu'on voit maintenant en Chine. Les cas émergents, ils sont en train de revivre une deuxième vague quelque part. Sur les personnes et les centaines, les milliers de personnes marocaines et marocains qui ont respecté à la lettre le confinement et qui continuent à le faire. Qui, demain, lorsque le déconfinement sera annoncé, graduel et progressif,
devront sortiront, donc seront confrontés au virus. L'un des critères justement de Est-ce que déconfinement, ceux-là, avant qu'ils soient confrontés au virus, est-ce qu'il faut nécessairement, selon vous, les dépister? Il faut les dépister. Et donc il faut un dépistage obligatoire pour vous? Déjà, moi, pour les personnes qui ont respecté le confinement et qui auront respecté le confinement. Ça peut être une stratégie, ça peut. Mais comment évaluer la qualité du confinement de chacun? Ça, c'est déjà une question. C'est-à-dire, si on veut dépister, c'est quasiment impossible. C'est ça. Mais les personnes, par exemple, qui vont retourner au travail de par la nature du travail et parce qu'on va déconfiner certains secteurs, et c'est ça, en fait, la stratégie de déconfinement. C'est-à-dire, on va commencer par des secteurs importants sur le plan économique et on va penser justement à déconfiner progressivement. Pour vous, c'est la logique économique qui doit primer par rapport au déconfinement? Elle doit pas primer. Par rapport à des secteurs qui sont beaucoup plus essentiels que d'autres? Non, elle ne doit pas primer. Maintenant, ce qui prime, c'est le secteur santé. Mais le secteur santé sans les autres secteurs ne peut pas évoluer aussi, ne peut pas vivre. Il ne peut pas survivre. Et donc l'un est complémentaire de l'autre, mais ça ne doit pas primer sur le secteur santé. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, juste pour revenir au point du déconfinement, si on déconfine, il faut que l'État aussi soit capable de promouvoir les mesures barrières dans les endroits publics et dans les lieux publics, et notamment dans les usines, les industries, les sociétés, etc. C'est pour ça que je dis la responsabilité aussi, l'action des pouvoirs publics, dans la dynamique aussi publics du déconfinement. Et la responsabilité individuelle et collective, la discipline. Moi, je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est très important. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sûre, bien sûr, il y a eu un manquement d'après des échos. On ne sait pas dans quelles circonstances exactes ces usines-là et ces clusters professionnels ont pu être créés, mais il y a eu certainement un manquement des deux côtés, du côté de l'employeur et des côtés des employés certainement, par rapport aux mesures barrières et par rapport au respect de ces mesures barrières, parce qu'il ne suffit pas de distribuer des masques et du gel hydroalcoolique, il faut quand même qu'il y ait une responsabilité individuelle à respecter ces mesures-là. On ne va pas, comme j'ai dit, mettre un agent de police dans la tête de chaque personne pour le surveiller. Pour vous, simplement sur le déconfinement, parce que je connais aussi sur les essais cliniques, c'est passionnant le débat avec vous, hein, mais simplement de se dire, voilà, est-ce qu'on peut envisager un déconfinement avant le 20 mai selon vous? Je sais que vous n'avez pas un patrimoine génétique qui vous permet d'être devin, mais est-ce que pour vous c'est jouable ou pas? Parce que je me dis, parce qu'il y a eu des jeunes aussi, des jeunes qui ont décédé en fait. Il y a l'ophtalmologue chinois qui a lui-même tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce virus-là et qui est décédé sans même avoir de comorbidité. Maintenant, on revient aussi à cette question de microbiote. Est-ce qu'il avait un microbiote? L'OMS aussi, l'Institut Pasteur. J'ai vu ce matin d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, l'Institut Pasteur en France, il dit attention à une deuxième vague de Covid. Je me dis, voilà, est-ce que pour vous, clairement, il y a un véritable enjeu, il y a la possibilité, selon vous, de déconfiner avant le 20 mai, parce qu'on sera en pleine période de Ramadan, ou est-ce que pour vous, il faudra nécessairement aller jusqu'au 20 mai minimum? Alors, pour moi, déjà, il faut qu'il y ait... Vu les données du moment, hein. Vu les données du moment, si on part sur la même dynamique, oui, pourquoi pas. C'est jouable. C'est jouable parce que on a une courbe de Gauss et si on atteint un pic vers la fin d'avril, début mai, on va compter aussi à peu près 4 semaines à peu près. Et donc finalement ça rejoint peut-être le 20 mai ou un peu plus tard, c'est-à-dire la fin du mois de mai. Mais si on reste sur la même dynamique, je l'entends bien. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une remarque personnelle. Quand je sors maintenant, parce que moi je suis obligée d'aller travailler, c'est une obligation éthique pour nous médecins d'aller travailler, je remarque que par rapport au début du confinement, il y a un laisser-aller citoyen. Un laisser-aller qui coïncide avec l'annonce de la prolongation du confinement. L'annonce de la prolongation, avec le mois de Ramadan, avec le port du masque. Peut-être que ces données-là ont été mal comprises. Justement, Ramadan. Vous, en tant que médecin professionnel de santé, on va avoir quand on ne se nourrit pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne s'alimente pas globalement du lever du soleil au coucher du soleil, donc pendant 10-11 heures continues, c'est ça à peu près ça? Oui. L'immunité, système immunitaire, anticorps, c'est bon ou c'est pas bon? Personnes qui n'ont pas de contre-indication absolue à jeûner, j'insiste là-dessus, les patients diabétiques et tout, les patients qui sont sous un traitement ou qui ont une maladie qui contre-indique le jeûne, ça on n'en parle pas. Mais pour les personnes qui ont la possibilité de jeûner, il y a un prix Nobel de 2019 qui a prouvé que le jeûne favorisait l'autophagie. Et c'est quoi l'autophagie finalement?
C'est-à-dire que le corps lui-même et les cellules elles-mêmes en fait s'autolisent et s'autodétruisent quand ils sont envahis par des agents infectieux, notamment les virus, quand ils sont atteints de mutations génétiques, notamment dans les cancers, quand ils sont vieillis, quand ils sont pleins de toxines, notamment dues à notre alimentation. Ça permet de le revitaliser en fait, de voilà, c'est ça. Ça régénérer. évite c'est le rajeunissement cellulaire. Et cette autophagie, elle est favorisée par le jeûne. Et donc le jeûne, finalement, c'est un booster d'immunité quand il est fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si on a, au moment du ftour, qu'on prend 4 bec, il y a un demi-kilo de sello, si on a l'indice glycémique très élevé au moment du repas, ou si on passe toute la deuxième moitié de la journée à bouffer, c'est-à-dire, on ne jeûne plus, là. Est-ce que donc, du coup, vous êtes en train de dire les bienfaits, quelque part, que pourrait avoir le jeûne dans une période, enfin une séquence en tout cas de crise sanitaire et de Covid. Mais comme le masque, il ne faut pas compter uniquement là-dessus, parce que même maintenant, il y a une sorte de moi je suis très croyante, j'ai foi en Dieu, mais je suis réaliste, et même Dieu il nous dit que il faut quand même qu'on compte sur notre propre capacité à gérer les choses, il faut qu'on soit responsable. Et là il y a une sorte de spiritualité et d'idée un petit peu spirituelle, comme quoi le Ramadan et la spiritualité de chacun, ce moment de quiétude, de recueillement, serait capable de venir à bout de l'épidémie. Alors même de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, quand il y avait des épidémies et des pandémies, l'attitude était de rester chez soi, de s'isoler, de ne pas partir dans les mosquées. Donc soyons réalistes. Prions Dieu, ça il y a vraiment nécessité de le faire, mais soyons responsables, soyons civils, soyons musulmans avec le grand M. Prions aussi pour qu'on trouve un traitement le plus rapidement possible, et un vaccin aussi, même si le vaccin on nous dit que ça sera pas avant mi-2021. Est-ce que c'est ça, ces croyances aussi qu'il faudrait avoir aussi dans cette période, en tout cas la veille ou l'avant-veille de la période de Ramadan? Et Ramadan qui va être superposé de toute façon à la gestion du Covid-19. Je suis réaliste. Jusqu'à maintenant, même pour l'hydroxychloroquine, on n'a pas de traitement miracle. On n'a pas de traitement miracle. On n'a pas de traitement efficace à tous les coups. D'accord? On n'a pas de vaccin. Mais ce qui marche, et on le voit maintenant, on a quand même des modèles qui ont réussi plus ou moins à contrôler la pandémie à l'échelle nationale, c'est la prévention. Et la prévention passe par la discipline, par la responsabilité individuelle et collective. Mais comment vous expliquez-vous, en tant que professionnel de santé, que encore aujourd'hui, dans le monde, par rapport à tous les essais cliniques, je crois qu'il y a une trentaine qui sont initiés à travers le monde. Il y a une centaine d'essais cliniques dans le monde, par rapport au traitement et même par rapport au vaccin. Essais cliniques, on n'a aucun résultat, on n'a rien. On n'a rien pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien de perspective. On nous annonce là depuis quelques heures qu'on aurait peut-être un vaccin américain d'ailleurs à l'horizon mi-2021. Certainement, les résultats sont décevants. Ouais. Après, maintenant, on est dans l'obligation aussi de publier les résultats. C'est décevant. Mais pourquoi on n'a pas de traitement? Il y a des études qui ont abouti en fait à des conclusions, et pas toujours encourageantes par rapport à des traitements qui étaient prometteurs au départ, et finalement des études ont prouvé que finalement il n'y avait pas vraiment une différence significative. Les anticorps monoclonaux, il y a des études qui ont prouvé qu'ils étaient efficaces, et d'ailleurs les deux peuvent être critiquables. Moi, comme je vous ai dit, ce sont des retours d'expérience. Ce ne sont pas les études qu'on faisait il y a longtemps, qui sont en double aveugle, randomisées, des cohortes bien faites. Ce sont des retours d'expérience. Et on les prend quand même parce qu'on est, comme je vous ai dit... Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans une situation de consensus reacting. Ça veut dire que selon vous, on va rester encore pendant de longues semaines et de longs mois sans traitement. C'est quasi certain. Il faut peut-être l'envisager, et j'espère que le virus ne va pas changer, parce que s'il change, toutes ces études vont partir bredouille quelque part. J'espère que le virus ne va pas muter. Moi, ce que j'insiste en fait, là, ce qu'on a entre les mains, ce qui est palpable, ce qui est concret, c'est l'impact de la prévention et du dépistage précoce, du confinement. Ça a donné des résultats probants, et ça, personne ne peut dire que, par exemple, le confinement ne marche pas. Ça n'a pas cassé les chaînes de contagion. Ça a freiné la propagation, mais ça n'a pas cassé les chaînes de propagation. Chez nous, parce que moi, je parle de chez nous. Sincèrement, le confinement strict, peut-être qu'il a été respecté au tout départ, mais pas maintenant.
Et moi, je salue quand même le travail des autorités, des agents de police qui font un travail, qui sont sur le terrain, mais quand même, forcément, ils vont être dépassés. On peut pas rééduquer tout le monde. On peut pas faire du forcing. Il faut vraiment qu'il y ait une conscience individuelle et collective que c'est pour l'intérêt de tous. On sait que c'est un virus aujourd'hui qui se propage à vitesse grand V, comme jamais un virus dans l'histoire de l'humanité ne s'était propagé, on est bien d'accord ? Un virus qui est mortel. Oui, qui peut l'être. Et comme j'ai dit, c'est pas la virulence. On peut éventuellement être infecté. C'est ça, il y a encore des doutes sur les modes de transmission, on découvre encore des choses. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour sensibiliser encore plus les citoyens ? Parce que j'ai du mal à... Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Peut-être, déjà, on a commencé à vulgariser le langage. C'est-à-dire, à la télévision, on remarque que, par exemple, on parle plus en argot marocain, on évite l'arabe classique. Comme ça, le message passe à tout le monde. Et ça, c'est une bonne démarche. Par exemple, comme j'ai dit, par rapport au port de masque, je crois que ça devrait être mieux expliqué. Comment porter le masque, dans quel intérêt, quelles sont les limites du masque, parce que sinon, ça va créer un faux sentiment de sécurité. C'est ce qui est en train de se faire. Le masque n'est pas un laisser-passer. Donc, je répète. Maintenant, par exemple, pour le déconfinement, si on prépare un déconfinement, il faut, et ça, c'est un critère majeur. On a cité la transmission contrôlée, le dépistage massif, la capacité à gérer les cas émergents, et puis la capacité de l'État à mettre en place des mesures barrières dans ces endroits-là qui vont être déconfinés dans les structures publiques, dans les lieux de travail. Mais aussi, c'est la capacité communautaire et individuelle et collective, en fait, à respecter ce nouveau mode de fonctionnement, parce que quand on va être déconfiné, on va pas revenir à la vie normale comme elle l'était il y a quelques mois. Il faut que la communauté soit vraiment consciente de ça et qu'elle respecte ces nouvelles mesures barrières. Il y aura autant, voire plus de contraintes, si je puis dire, en période clairement, de déconfinement que de confinement. Clairement, c'est plus facile de gérer pendant la période de confinement, parce qu'on sait que les gens sont chez eux, que lors du déconfinement, où on va compter sur la discipline de chacun. Un mot simplement à celles et ceux qui nous écoutent, on est à quelques jours du début du Ramadan, donc vous avez dit que les bienfaits du jeûne aussi, peut-être sur le microbiote aussi, parce qu'on a sur l'autophagie, le microbiote, parce que ça régule le microbiote sous réserve de le faire bien. Juste une chose, lorsqu'il y aura la rupture du jeûne, donc on pourra s'alimenter, on peut retirer son masque. Mais bien sûr, on peut. Même si on est en communauté, qu'on prend le phtor en famille. Je sais pas, en famille, avec les membres de notre famille avec lesquels on est confiné. Oui. Mais on va pas s'inviter, on va pas inviter On n'invite personne, on reçoit personne, on va chez personne. Non. C'est ça? Non, malheureusement pas cette année. Si on veut le faire l'année prochaine, il faudrait, si on veut pas regretter justement la perte de personnes et qu'on puisse, Inch'Allah, les inviter l'année prochaine ou même après pour des repas de famille, il faudrait effectivement penser à cela. On va se priver pendant une période de nos familles nous manquent à tous, mais on le fait pour leur bien. Avant tout pour leur bien, pour son bien aussi. Pour leur bien, puisque on se dit, nous, on est moins peut-être moins. Entre parenthèses, on le sait jamais à 100%, oui. Mais peut-être qu'on est moins, on a moins de risques de développer des formes sévères, mais on a tous un père, une mère, une tante, un grand-père, une grand-mère qui justement pourrait développer ces formes sévères-là. Donc un Ramadan confiné, respectueux des mesures barrières. Confiné, respectueux des mesures barrières, voilà. Et si on veut revenir à l'esprit même du Ramadan, qui est le rapprochement de Dieu, on peut se rapprocher. Dieu est partout. Dieu est à côté de nous. On n'a pas besoin d'aller à la mosquée. Dieu est partout. Mais de toute façon, les mosquées restent enfermées, donc c'est ça, comme en fait. Les écoles. Mais en fait, on veut pas tomber dans des cas de figure. Par exemple, ce qu'on a vu en Égypte, les gens se rassemblaient dans les terrasses de leurs immeubles pour faire la prière avec collective. Des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, pensant que c'était au Maroc, en fait, c'était en Égypte. Non, ça se voyait que c'était en Égypte. Oui, mais de toute manière, voilà, c'est aussi les fake news. On revient là-dessus. On finit avec les questions des internautes, si vous permettez. Bien sûr. On finit avec ça. Donc, il y a un internaute qui vous dit plus d'1 million de Marocains souffrent de maladies pulmonaires. Ce sont aussi des personnes à risque par rapport au Covid-19. Y a-t-il des précautions particulières à prendre par rapport à ce million de Marocains qui souffrent de maladies pulmonaires? Confinement pour les personnes à risque. Confinement. Et d'ailleurs, même dans la stratégie de déconfinement, il faut terminer avec, il faut que cette catégorie-là soit déconfinée en dernier. Ça, c'est parmi les stratégies de déconfinement. On ne va pas déconfiner les personnes âgées, on ne va pas déconfiner les personnes à risque. D'accord? Et donc, confinement. Et puis, si quelqu'un a un traitement de fond, un traitement à suivre,
c'est pas le moment de l'arrêter, c'est pas le moment d'être un mauvais observant. Donc c'est le moment de toujours de rester je crois que si le virus a révélé quelque chose, c'est l'importance de la santé. Je crois que c'est voilà, c'est Deuxième question, que pensez-vous des multiples appareils respiratoires innovants et innovés par des jeunes Marocains? Est-ce qu'ils sont vraiment et réellement fiables? Moi, je pourrais pas juger de la fiabilité, mais je suis fière en tout cas qu'il y ait des interventions, qu'il y ait des jeunes Marocains comme ça qui inventent. Et juste ça, je les salue et je les encourage rien que pour ça. Maintenant, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça va aboutir ou pas? Ça, c'est pas à moi. Je suis pas technicienne, je suis pas informaticienne, je suis pas ingénieur vous non êtes plus. Professeur en pneumologie et pneumologue. Donc, en tout cas, je vous ai posé la question. C'est la question de l'internaute. Voilà. Mais je suis fière en fait. C'est au moment où on n'avait plus justement ce lien, on va dire post-colonial avec des pays comme la France, quand on a réveillé justement encore plus nos capacités internes, et ça je trouve que c'est quand même extraordinaire. Donc ça c'est les bienfaits aussi du Covid-19. Du Covid. Ben oui. Et les bienfaits du Covid-19, c'est de recevoir des gens de qualité, des professionnels de santé. Merci beaucoup. Comme vous, comme Jaffa Lekel la semaine dernière, comme toutes les personnes comme expertes en matière de santé, légitimes, qui acceptent de venir à l'Info en face. Ça fait plaisir parce que aussi les professionnels de santé, l'expertise. Et je vous félicite aussi parce que ce genre de débat on en manque cruellement. Je trouve que il faut quand même qu'il y ait des tables rondes avec des experts justement, et il faut pas que le discours soit uniquement lisse. Moi, je trouve que dans notre intérêt à tous, il faut qu'il y ait des débats et de vrais débats, et que ça aboutisse justement à des changements. Et je vous félicite pour votre professionnalisme. Merci Merci Certains à diront vous. que ça fait partie aussi des bienfaits du Covid-19, mais les bienfaits à venir. On verra. On verra. On jugera sur pièce. Merci en tout cas. Merci à vous. Rachid. Hanan Larej, donc je rappelle que vous êtes professeur en pneumologie, tabacologue et membre de la Société américaine de pathologie thoracique. On n'a pas parlé de la nicotine. Oui. Nicotine. Bah, la nicotine. Le fumeur a moins de chances d'être infecté par le virus. Par contre, s'il est infecté par le virus, c'est plus compliqué pour lui. Oui. Pour la faire court. Exact. Donc je suis. C'est le type d'inflammation que provoque la nicotine, ça, mais finalement, c'est les dégâts en fait, c'est les dégâts du tabac sur le poumon qui font qu'il est plus fragile. Merci en tout cas une fois de Merci plus à vous. Et puis à très bientôt. Bonne Inch'Allah. continuation, Merci. bonne continuité. Et bravo aussi pour tous les professionnels de santé. Vous et oui, je les félicite et voilà. je tiens vraiment à les remercier pour leur dévouement, et ils sont loin de leur famille. C'est aussi pour eux qu'il faut rester confinés. Aussi pour eux, un double remerciement aussi en période de Ramadan, puisque le Ramadan arrive, et aussi une félicitations également à toutes les ONG qui se mobilisent aussi en période de Ramadan pour permettre aussi à celles et ceux qui respectent le confinement de pouvoir s'alimenter avec des paniers alimentaires. Donc c'est important aussi. Oui, très important. Merci beaucoup Merci à vous. À toi, à très bientôt.